L'océan Arctique. La zone de capture du cabillaud la plus importante au monde. Mais reposant au fond de l'eau, la flotte du nord de la marine soviétique a laissé un bien lourd héritage. 17 000 containers de déchets nucléaires, 19 cargos remplis de matières radioactives coulés, sabordés, 14 réacteurs atomiques simplement jetés par-dessus bord, et pire encore, 3 sous-marins atomiques. Octobre 1993. Le cargo russe TNT-27 est remorqué à travers la mer du Japon. On vient d'y charger des déchets nucléaires. Projette-t-on de le faire couler? Greenpeace suit l'opération à courte distance. On met un canot à la mer. 4 militants tentent de s'approcher au plus près du cargo de déchets. Ils veulent mesurer la radioactivité au niveau du navire et de sa cargaison. Le compteur Geiger se met à crépiter. Greenpeace veut montrer au monde ce qu'on déverse ici. Mais leur canot est tenu à distance par des canons à eau. L'équipage russe travaille sans équipement de protection. Le canot tente sa chance de l'autre côté. Le TNT-27 poursuit sa route. Il fera sa besogne à l'abri des regards. On ne parvient que très rarement à prendre les Russes en flagrant délit de déversage, comme sur cette photo prise par un avion de reconnaissance norvégien au-dessus de l'océan Arctique. On y voit le cargo Amour déverser des liquides radioactifs à la mer. Au total, on estime à 200 millions de litres d'eau radioactive répandue dans l'océan Arctique par les navires russes. Mourmansk, base navale de la flotte du Nord. On recueille ici les épaves de sous-marins et de brise-glaces nucléaires. La marine russe a démonté certains réacteurs défectueux et les a jetés à la mer. Des documents officiels russes le prouvent. 14 réacteurs nucléaires, certains toujours chargés de combustible, reposent par plusieurs mètres de fond. L'un de ces réacteurs provient du brise-glace le Lénine, le premier navire à propulsion nucléaire au monde, l'ancien fleuron de la flotte arctique soviétique. Même la banquise la plus épaisse ne résistait pas à ce monstre. Depuis 1989, le Lénine est amarré dans le port de Mourmansk, tandis que l'un de ses réacteurs, chargé de combustible hautement radioactif, repose au fond de la mer de Kara. Mais les fonds de l'océan Arctique abritent aussi 3 anciens sous-marins nucléaires soviétiques, véritables bombes à retardement. Le K-27, le K-159 et le K-278, le Komsomolets. Commençons par le tristement célèbre Komsomolets, un sous-marin à la pointe de la technologie sous l'ère soviétique. En 1989, après un incendie, il sombre à près de 1700 mètres de profondeur dans la mer de Barents. Son réacteur contenait 1,5 tonne d'uranium enrichi. La chaîne allemande ARD y avait consacré une édition spéciale. Laut Auskunft aus Moskau hatte es 2 Torpedos mit atomaren Sprengköpfen an Bord. Et selon la télévision est-allemande, Trotz aller Rettungsanstrengungen sind Todesopfer zu beklagen. Im letzten Moment, so versichert Moskau, konnten die Reaktoren abgeschaltet, die atomare Katastrophe vermieden werden.
Das Drama im Nordmeer tickt auf dem Meeresboden eine Zeitbombe. Nach Meinung der zuständigen Dienste sei eine radioaktive Verseuchung der Umwelt ausgeschlossen. Und auch von den Torpedos mit Sprengköpfen gehe keinerlei Gefahr aus. Da seien sich die Experten sicher. Die Torpedos seien entschärft und völlig unschädlich. Und alle Berichte, so sagt er, weisen darauf hin, dass die Lage unverändert normal ist. Und im Übrigen wolle die Sowjetunion das gesunkene U-Boot heben. Le Komsomolets n'a jamais été renfloué. Une mission de recherche russe a effectué des mesures. Tous les ans, la coque libère près de 3,7 milliards de becquerels de césium radioactif dans la mer. Dans l'Union européenne, le seuil maximum pour 1 litre d'eau potable est de 10 becquerels. Mais à l'époque, en Europe comme en URSS, les discours se voulaient avant tout rassurants. Il n'y a aucun risque de contamination de la zone à grande échelle, ni même d'une pollution susceptible de gagner les zones de pêche. C'est totalement à exclure. Les tubes de lancement des torpilles du Komsomolets ont été endommagés. L'eau de mer vient ronger les charges nucléaires. Les autorités soviétiques craignent que le plutonium des têtes explosives ne s'échappe et ne contamine les zones de pêche. En même temps, il faut rassurer l'opinion publique et surtout ne pas mettre en doute la sûreté nucléaire. Les médias ont surévalué le danger ici. Parce qu'évidemment, les mauvaises nouvelles font toujours recette. En plus de cela, il y a de gros intérêts en jeu, notamment pour certaines sociétés de renflouage occidentales qui exploitent l'événement en vue de gagner beaucoup d'argent. On abandonnera l'idée de renflouer le Komsomolets. On envisage de le confiner dans un sarcophage, mais cette option aussi est abandonnée. On optera finalement pour la solution la moins coûteuse. En 1995, on scellera les tubes lance-torpilles. Des plaques de titane fabriquées sur mesure viennent colmater l'épave et retenir le plutonium. Mais elles devront être remplacées dans 20 ou 30 ans. Colmatées et étanchéifiées. La méthode a fonctionné jusqu'à l'accident de Fukushima. Depuis lors, la sécurité nucléaire est remise en question dans de nombreux parlements, et notamment au Bundestag à Berlin. Le gouvernement fédéral ne dispose d'aucun rapport d'alerte contre le danger. Les autorités compétentes russes nous affirment au téléphone que les fonds marins ne recèlent absolument aucun risque de catastrophe nucléaire. Le danger n'est que potentiel. Mais comment l'évaluer? Il y a quelqu'un qui connaît les réponses à toutes ces questions. Il s'agit d'Alexandre Nikitine, emprisonné pour les avoir rendus publics. Ancien ingénieur sur un sous-marin nucléaire soviétique et inspecteur nucléaire au ministère de la Défense russe, Nikitine connaît mieux que personne l'état de délabrement de la flotte nucléaire russe et sait mesurer les risques que cela représente. Il a livré des informations détaillées à l'organisation écologiste norvégienne Bellona, qui les a divulguées. En 1998, Nikitine est accusé d'espionnage et de trahison par les services secrets russes, le FSB. Il comparaît devant un tribunal militaire à Saint-Pétersbourg et passe 10 mois en détention provisoire avant d'être définitivement acquitté en 2000. Au siège de l'organisation écologiste Bellona à Oslo. On y retrouve Alexandre Nikitine et son collègue russe Igor Koudryk. Ce dernier nous présente le rapport autrefois interdit de publication, La flotte du Nord russe, source de contamination radioactive. Voici le rapport de 1996 qui a valu 10 mois de prison à Alexandre. Alexandre, ça valait la peine d'aller en prison pour ce rapport? Ce n'était pas mon but au départ. Aujourd'hui, Igor Koudryk et Alexandre Nikitine se battent pour la mise en place d'un plan d'action pour le traitement des déchets radioactifs dans l'océan Arctique.
Nous nous sommes fixés des priorités. D'abord, nous devons nous concentrer sur les sous-marins nucléaires coulés qui contiennent toujours du combustible nucléaire irradié, comme le K-27 et le K-159. Ensuite, il faudra s'occuper des réacteurs radioactifs jetés à la mer et enfin des 17 000 containers de déchets radioactifs. Igor Kudryk nous accompagne au port d'Oslo. De là, les navires empruntent le détroit du Skagerrak pour rejoindre la mer de Norvège, puis la mer de Barents. La mer de Barents est l'une des plus propres de la planète, et nous voulons qu'elle le reste. Il faut donc la débarrasser de tous les déchets qui l'encombrent déjà. La liste des déchets radioactifs enfouis au fond de l'océan Arctique est longue. Il en existe bien un inventaire officiel, mais Igor Kudryk émet des doutes quant à son exactitude. La liste pourrait être bien plus longue encore, parce qu'on n'a pas réellement répertorié tout ce qui a été rejeté dans la mer de Kara. Ils détiennent des informations sur des containers et certaines épaves de sous-marins et de brise-glaces nucléaires. On ne peut exclure qu'une ou plusieurs expéditions militaires aient été menées dans cette zone dans les années 1960 et 1970, dans le plus grand secret. Scène de pêche dans le port d'Oslo. Les déchets toxiques soviétiques reposent bien plus loin au nord. Quelles seraient les conséquences d'une contamination radioactive de l'océan Arctique? Le poisson pêché à Oslo serait-il toujours comestible? Personne n'ose s'avancer sur la question. On redoute surtout une libération lente de la radioactivité, ce que l'on a appelé le Tchernobyl au ralenti. C'est pour ça qu'il faut tout récupérer. Le deuxième sous-marin est le K-159. Le voici en 2003. À plus de 40 ans, il est destiné à la casse. Pour pouvoir le remorquer, on le maintient en surface à l'aide de 4 pontons. Ce sont les dernières images du sous-marin nucléaire. Une tempête survient et il sombre par 250 mètres de fond. Радиационный фонд в месте аварии нормальный, не превышает естественный фон. Sur les 10 hommes à bord, un seul a pu être sauvé. Une mer démontée et des températures avoisinant les moins 10 degrés n'ont laissé aucune chance aux autres. Le capitaine Sergueï Lapa fait partie des victimes. Il doit ses décorations à ses nombreuses années de service, nous dit fièrement sa mère. Elle vit à Rubzovsk, en Sibérie, bien loin de la mer. Une photo de l'équipage lors de la dernière mission. 2 marins ont été repêchés, morts. Les 7 autres, dont Sergueï, ont sombré avec l'épave. Elle nous montre le certificat de décès qu'il aura fallu attendre pendant de longs mois. La sœur de Sergueï n'arrive toujours pas à y croire. Le film du dernier départ, qu'elle visionne inlassablement. On aperçoit Sergueï ici, il fait signe à son épouse. Elle est juste là. Il fallait prendre une décision, soit on confinait l'épave dans un sarcophage, soit on la renflouait. Mais en fin de compte, rien n'a jamais été décidé. S'ils avaient entrepris quelque chose, on l'aurait su. Gardez-vous l'espoir que le sous-marin soit renfloué? J'ai abandonné tout espoir de pouvoir enterrer mon fils. Les premières années, j'y croyais vraiment et j'allais prier très souvent. Et puis un jour, j'ai arrêté. Au lendemain du naufrage du K-159, le président Poutine est en visite officielle en Italie.
Vladimir Poutine convie son homologue italien Silvio Berlusconi à bord du vaisseau de guerre russe Moskva qui croise en mer Méditerranée. Le président russe promet qu'une enquête sera menée sur les circonstances de l'accident et ajoute en s'adressant aux jeunes matelots « La mer ne donne pas droit à l'erreur ». En revanche, il n'évoque aucun danger radioactif. Un informateur militaire nous fixe rendez-vous sur la place Rouge à Moscou. Par peur de perdre son emploi, il souhaite rester anonyme. Il nous fournit une vidéo exceptionnelle du K-159. Il s'agit des images recueillies par une expédition russo-britannique en 2007. Jamais aucun journaliste n'y avait eu accès auparavant. Des centaines de kilos d'uranium enrichi se trouvent toujours dans les réacteurs. Les mesures montrent que de la radioactivité émane de la coque. Il y a plus de matériel radioactif dans ce sous-marin que dans le puits de déchets nucléaires allemand de Hasse. C'est une véritable bombe à retardement. Nous poursuivons nos recherches en Russie. À Saint-Pétersbourg, nous tombons sur un rapport interne du ministère de l'Environnement russe destiné au Kremlin et qui date de 2011. Ce qu'on peut y lire est bien différent des communiqués officiels. 2 des sous-marins nucléaires ayant sombré doivent être renfloués, au plus tard, en 2014. Dans le cas du K-159, il est fait mention d'un risque d'une catastrophe environnementale. Nous soumettons le rapport et l'enregistrement à Wolfgang Renneberg, l'ancien directeur du département de la sécurité nucléaire du ministère fédéral de l'Environnement. Ces documents montrent qu'une catastrophe se prépare insidieusement. Plus on attendra pour renflouer ces sous-marins, plus les épaves libéreront de radioactivité et plus grand sera le danger d'une contamination nucléaire de la mer dans cette zone. Enfin, le 3e sous-marin, le K-27. Lors d'un grave incident survenu sur l'un des réacteurs, 9 marins du K-27 ont été mortellement irradiés. En 1981, la marine soviétique coule le sous-marin nucléaire dans la mer de Kara par 33 mètres de fond, en grand secret et en toute illégalité. À l'époque, le sabordage constitue déjà une atteinte au droit international. Nous sommes sur la Côte d'Azur, dans le port de Monaco, lieu de rendez-vous de toute la jet-set. Sur la jetée se trouve aussi le laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous y retrouvons Hartmut Nies, l'expert allemand qui, en 1992, avait exclu la possibilité d'une pollution des zones de pêche par l'épave du Komsomolets. Il affirmait à l'époque que le danger avait été largement surévalué. Il s'est avéré depuis que le danger avait plutôt été largement sous-évalué. Hartmut Nies dirige aujourd'hui le laboratoire de l'environnement marin de l'AIEA. Avec son équipe, il étudie les conséquences de la radioactivité sur la chaîne alimentaire. Ils nourrissent les poissons d'aliments contaminés et observent leur comportement. Quelle est la position de Hartmut Nies aujourd'hui? Serait-il prêt à condamner le sabordage du K-27? N'était-ce pas une erreur de couler ce sous-marin nucléaire? Il faut replacer tout ça dans son contexte. Il y avait eu un très grave accident à bord. Les personnes responsables n'ont pas tout de suite su comment réagir. Et comme il est apparu que les risques étaient très limités pour les populations avoisinantes, on a décidé de le couler. 1992. Des militants de Greenpeace tentent de s'approcher de l'épave du K-27 pour vérifier la radioactivité éventuelle de la mer à cet endroit. Ils n'y parviennent pas. Une canonnière soviétique intercepte le solo. 3 tirs de semonce retentissent. Greenpeace fait stopper les machines. Des marins de l'armée rouge montent à bord du solo. Des officiers investissent la passerelle de commandement par la force des armes. Les militants scientifiques et journalistes à bord sont temporairement placés en état d'arrestation.
Épilogue de cette expédition, le Solo est remorqué par un navire de guerre soviétique jusqu'au port de Mourmansk. Il faudra encore patienter plus de 20 ans pour obtenir des images de l'épave du K-27. La coque paraît étanche, mais l'enregistrement montre aussi que certaines écoutilles ont été arrachées. L'eau a-t-elle déjà pénétré dans le réacteur? Les fonctionnaires du ministère russe de l'Environnement sont contraints de reconnaître la haute probabilité d'une réaction nucléaire incontrôlable. Ce qui signifie que le K-27 présente un danger de réaction nucléaire en chaîne. La pression élevée peut faire céder la coque, qui libérerait alors de la radioactivité. Cela signifie qu'à très court terme, tout le matériel radioactif contenu dans le cœur du réacteur peut être libéré. Ce serait une véritable catastrophe. Ce serait évidemment le pire des scénarios. Quelles en seraient les conséquences? J'ai préféré ne pas encore envisager cette éventualité. Nous transmettons le rapport du ministère de l'Environnement russe à Vladimir Tchouprov, expert en matière de nucléaire auprès de Greenpeace Russie, pour qu'il l'évalue. Le rapport du ministère de l'Environnement est une véritable surprise. Nous n'en avions jamais eu connaissance et son contenu est choquant. C'est la première fois qu'on y admet la nécessité d'un renflouage. Nous présentons le rapport aux autorités compétentes à Moscou, l'Institut de sûreté nucléaire IBRAE de l'Académie des sciences. Nos interlocuteurs prétendent que le document est truffé d'erreurs, mais refusent de nous les indiquer. Ils nous font ensuite écouter un discours de Sergueï Antipov, directeur adjoint de l'Institut, enregistré clandestinement à Moscou en 2012. Le K-27 est une grande source d'inquiétude. Il suffirait que 5 litres d'eau pénètrent la zone active du sous-marin pour déclencher une réaction en chaîne capable d'endommager le réacteur. Antipov insiste sur la nécessité d'un renflouage immédiat. Il n'est pas possible de prévoir précisément les répercussions que tout cela aurait sur le commerce international du poisson. L'industrie de la pêche allemande est totalement désemparée. Nous exigeons davantage de surveillance et de contrôle, même en pleine mer, pour être sûr que nos poissons ne présentent aucun danger. C'est très bien de contrôler, mais c'est encore mieux de renflouer, selon le rapport du ministère de l'Environnement russe, qui ajoute que 2 des 3 sous-marins nucléaires naufragés devront être remontés d'ici 2014. Pourtant, tous les experts ne partagent pas cet avis. Il ne suffit pas d'aller récupérer tout cela au fond de l'eau. Il faut aussi savoir que faire de tout ce matériel radioactif. C'est pour cette raison que je suis favorable au statu quo. Je ne dis pas qu'il faut continuer à polluer les mers. Ce n'est évidemment pas la solution. Mais dans la situation actuelle, il est préférable de ne rien remonter. On maîtrise pourtant bien les techniques de renflouage. Celui du sous-marin nucléaire russe Kursk, qui a coulé dans la mer de Barents en 2000, en atteste. La nouvelle du naufrage n'est annoncée que 2 jours après les faits. Les secouristes plongeurs norvégiens ne sont autorisés à s'approcher de l'épave que bien trop tard. Ils ne peuvent que constater le décès des 118 marins à bord. Un nouveau sous-marin gît au fond de l'eau, mais cette fois c'est différent. La Russie fait renflouer l'épave échouée à plus de 100 mètres de profondeur. Des plongeurs y fixent des amarres d'acier. Au prix d'une technologie lourde et coûteuse, on remonte les 18 000 tonnes à la surface. C'est une première. La preuve est là. L'opération est délicate et risquée, mais réalisable. Le Kursk est arrimé sous une barge géante, le Giant 4. Avant de sombrer, il était le fleuron de la marine russe. Il n'est plus qu'un cimetière flottant. La tour de commande finira à la casse. On ne mesure aucune radioactivité anormale sur le pont du Kursk. L'enquête conclut à une défaillance survenue lors d'un exercice de torpillage. Si l'une des 2 explosions avait eu lieu à proximité immédiate des réacteurs, elle aurait provoqué une catastrophe nucléaire.
Les cœurs des 2 réacteurs sont démontés pour être retraités à terre en toute sécurité. Il existe aussi des projets de renflouage du K-27 et du K-159. Nous sommes chez Vladimir Dorofeyev, directeur général de la société militaire russe Malachit. L'entreprise d'État avait soumis son projet au Kremlin dès 2004 et elle attend toujours son feu vert. L'opération coûterait 62 millions d'euros pour un seul sous-marin. Si Moscou donne son accord immédiatement, les travaux préparatoires pourraient commencer en milieu d'année prochaine. Il va nous falloir près de 18 mois pour développer notre projet et trouver les financements. Et 18 mois de plus pour la fabrication de l'outil technique. Le dispositif de renflouage ne serait pas opérationnel avant la fin 2015. L'Union européenne a le regard fixé sur l'océan Arctique. En juillet 2012, elle informe les eurodéputés. Les dangers présumés que représentent les épaves de sous-marins atomiques et les déchets radioactifs sont connus de la Commission, qui les classifie comme inquiétants.